Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui porte aujourd'hui sur la signature. Il est 14 heures, donc je vous propose de débuter. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Richard Lamy. Donc Richard, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Richard Lamy, je suis Product Manager au sein de DocaPost et référent EDAS pour tous les services de confiance. Et donc moi-même, Morgane Tuillier, donc Product Manager sur la gamme signature électronique. Donc, au menu de cet après-midi, 4 points qui vont structurer ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on aura une petite repas sur le contexte réglementaire de la signature électronique, donc qui sera animé par Richard. Ensuite, on aura une présentation très rapide aujourd'hui de la signature électronique et sous quelle forme on peut la retrouver aujourd'hui sur le marché. On fera une démo de notre solution packagée et ensuite on répondra à vos différentes questions-réponses au cours donc que vous pouvez poser dans le chat et donc on y répondra au cours du webinaire ou en toute fin de partie. C'est parti. Richard, contexte réglementaire, c'est à toi. Oui, alors l'historique, faire un petit point réglementaire sur la signature électronique. Tous les textes de loi parlaient de signature et jusqu'alors c'était très simple puisqu'il n'y avait qu'un seul type de signature qui était la signature manuscrite. Puis est apparue la signature électronique, il fallait lui faire de la place et lui donner une existence dans les textes de loi. Donc il y a deux textes qui sont très importants pour la signature électronique. Les articles 1366 et 1367 du Code civil, qui datent de 2000, qui ont commencé à préciser le cadre réglementaire de la signature électronique et de son utilisation, mais en France. Ensuite, il y a eu quelques essais pour essayer de développer le marché européen de la signature, sans grand succès, d'où la naissance en 2014 du règlement EDAS, qui, pour le coup, a imposé, puisqu'un règlement s'impose, qui a imposé un socle commun pour toutes les interactions électroniques sécurisées entre citoyens, entreprises et autorités publiques au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Le règlement EDAS a défini le cadre de la signature en indiquant notamment 3 niveaux de signature. Donc, en fait, on peut en distinguer 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Les 2 premiers niveaux de signature, qui sont la signature électronique simple et la signature électronique avancée, qui ne sont soumis à aucune obligation d'audit par un tiers et qui ne font pas l'objet d'une décision par l'organe de contrôle, donc l'ANSSI pour la France. Il y a ensuite 2 niveaux qui sont donc la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié et la signature qualifiée. Pour ces 2 niveaux-là, il y a obligatoirement un audit par un tiers compétent et une décision de qualification du service de délivrance des certificats électroniques. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ce n'est pas le plus drôle, mais en gros, on a la signature simple, la signature avancée avec différents niveaux de certificat et la signature qualifiée. Le règlement EDAS a 2 articles importants, le 25 et le 26. L'article 25 est très important puisqu'il parle des effets juridiques des signatures électroniques. Il a 3 points. Le premier, qui est important, qui précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peut pas être refusée au seul motif que cette signature se présente sous forme électronique. Donc, ce qui est très important, quel que soit le niveau de signature. Ensuite, le deuxième point, c'est que la signature électronique qualifiée est équivalent en effet juridique à celui d'une signature manuscrite. Et le troisième point très important, c'est qu'une signature qualifiée, qui repose donc sur un certificat qualifié délivré dans un État membre, est reconnue comme signature qualifiée dans tous les autres États membres. Voilà la base juridique de la signature électronique. Ensuite, chaque État a ses propres exigences sur telle ou telle brique de la chaîne de signature, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif.
Voilà, Merci Morgane. Richard. Tu vois, j'ai été bref. Oui. Si vous avez des questions par rapport à tout l'aspect réglementaire, surtout, n'hésitez pas, puisque comme vient de l'indiquer Richard, ça reste, par rapport à la signature électronique, c'est un aspect extrêmement important à prendre en compte lorsque vous décidez de souscrire à ce type de service. Donc concrètement, aujourd'hui, la signature électronique, donc là, on parle chez DocaPost, Meleva, mais d'une manière générale, aujourd'hui, la signature électronique, vous allez donc déjà quelques chiffres clés, pardon. Donc très rapidement, aujourd'hui, chez DocaPost, Meleva, la signature électronique, en quelques chiffres, donc ça représente une activité pour environ 80 personnes, 10 ans d'expérience sur le sujet, et en termes de volumétrie, on réalise tous les ans un peu plus de 30 millions de signatures. On signe plus de 10 millions de documents et on a aujourd'hui un peu plus de 12 millions d'utilisateurs, donc que ce soit côté clients ou utilisateurs finaux, qui ont utilisé nos solutions. Donc Richard, il y a une question de Fabien. Je me permets d'interrompre la présentation puisque c'est une question qui est très pertinente. Fabien nous demande si la signature qualifiée est la seule qui soit équivalente à la signature manuscrite. Est-ce qu'il y a un risque à ne pas aller à ce niveau? Alors, je dirais oui et non. La signature qualifiée, elle est une preuve en soi, puisqu'il y a l'inversion de la charge de la preuve. Quelqu'un qui conteste une signature qualifiée, c'est le contestataire qui doit prouver que quelque chose n'a pas fonctionné et que ce n'était pas lui. Donc, c'est vraiment un très haut niveau de signature, avec l'impact qu'il y a des exigences, notamment pour la vérification d'identité, le déclenchement de la signature, etc., qui rendent le parcours un peu plus lourd. Ensuite, les autres niveaux de signature, c'est simplement une adéquation entre la facilité du parcours et le risque juridique. En fonction de ce que vous souhaitez faire signer et du risque de contestation qu'il peut y avoir, on peut privilégier des parcours plus rapides, mais avec un faisceau de preuves, puisqu'on a un dossier de preuves pour toutes les signatures. Et donc, ce dossier de preuves est présentable en justice et peut être très solide, en fait, même si ce n'est pas de la signature qualifiée. Je prends un exemple. La signature avancée avec un certificat qualifié apporte un très, très bon faisceau de preuves en justice, en cas de litige. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Je pense que si, et du coup, c'est une très bonne transition, puisque, en fait, Fabien, dans le cadre de la démo, on vous montrera avec Richard à quoi peut ressembler ce fameux fichier de preuve qui est effectivement produit en cas de litige. Une autre question de Laure Richard. Ce système de signature est-il légal dans une procédure disciplinaire et ou de licenciement? Ce système... Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle système de signature. C'est le niveau de la signature et le contexte réglementaire qui sont importants. Est-ce que les procédures disciplinaires ou de licenciement imposent une signature qualifiée? De mémoire, je suis en train de réfléchir. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûr. Là, je ne vais pas dire de bêtises. On va prendre la question, Oui. on va regarder plus précisément et on vous répondra. Puisque par rapport à cette terminologie de système de signature, donc voilà les quelques chiffres clés, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, vous allez retrouver différentes solutions qui vous permettent aujourd'hui de faire de la signature électronique, et ce, on va dire, peu importe le niveau, donc que ce soit de la signature simple, avancée ou qualifiée. Donc, d'une manière générale, là, voilà les trois familles. Donc, en entrée, on va dire les solutions dites packagées. Donc ça, ce sont toutes les solutions accessibles via votre navigateur web avec un login, un mot de passe. Vous vous connectez et là, vous allez, depuis une interface dédiée, pouvoir envoyer vos documents à signer. Donc, c'est ce qu'on verra lors de la démonstration. Si vous avez des besoins beaucoup plus spécifiques et notamment d'intégrer une brique de signature électronique dans vos logiciels métiers, ou en tout cas votre écosystème informatique, donc là, vous pouvez faire appel à des solutions de type API.
Donc là, c'est vous qui allez, donc en faisant des développements, vous allez pouvoir intégrer la signature électronique dans vos propres parcours et vos propres écosystèmes informatiques. Et enfin, vous allez avoir tout ce qui est projet sur mesure, où là, en fait, vous allez rédiger un cahier des charges qui va être chiffré. Et ensuite, des équipes d'ingénierie et des experts UX/UI, donc pour tout ce qui va être ergonomie de la solution et les parcours utilisateurs. Donc, ce sont des équipes spécifiques chez le prestataire qui réaliseront le projet pour vous. Donc, voilà aujourd'hui les 3 types de solutions, on va dire, qui permettent de faire de la signature électronique sur le marché. Et Docapos se positionne sur les 3. Donc, si on fait un focus sur la solution packagée côté Docapost Meleva, donc cette solution s'appelle tout simplement Signer en ligne. Donc, 3 notions à retenir: rapidité, simplicité, fonctionnelle. On est sur de la création en quelques clics du circuit de signature, ça on va le voir ensemble. Une notification instantanée des destinataires, notamment par email. On a une interface qui est fluide, simple à prendre en main. Une autonomie totale dans votre environnement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un accès, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez, vous pouvez envoyer autant de documents à signer que vous le souhaitez, vous êtes complètement autonome pour le faire. Et fonctionnel, puisqu'on est, d'ailleurs j'ai fait une petite coquille dans le support, on est sur des nouvelles versions toutes les 3 semaines, donc ce qui permet d'enrichir fonctionnellement la solution pour toujours répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, juste avant de passer à la démonstration, Richard, il y a 3 questions. Laure qui nous demande s'il y a des cas de jurisprudence concernant la France. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas entendu de jurisprudence. Je sais qu'il commence à y avoir des litiges autour de la signature. Ceux que j'ai vus, les litiges portent sur c'est une personne qui précise qui prétend que ce n'est pas elle qui a signé. Et dans le cas c'était de la signature simple chez un confrère concurrent. Et alors, je n'ai pas suivi jusqu'au bout cette histoire. Jusque-là, la signature électronique n'était pas vraiment sujette à discussion, mais ça va devenir de plus en plus le cas, d'où l'importance de choisir le bon niveau de signature en fonction de ses risques. Mais à ma connaissance, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, c'est juste que moi, je n'en ai pas connaissance. Pour la question de Mohamed, la signature qualifiée, alors cette question et la réponse va être pénible. La signature qualifiée n'est pas un service de confiance EDAS, donc on ne peut pas être qualifié pour de la signature électronique. Par contre, la signature électronique qualifiée nécessite 2 qualifications. L'une pour le certificat utilisé, qui doit être un certificat qualifié, et l'autre pour le dispositif de création de signature, qui doit être qualifié, qu'on appelle un QSCD. Parce que la signature qualifiée dans le règlement EDAS est une signature avancée basée sur un certificat qualifié utilisé dans un dispositif de création de signature qualifié. Donc, en fait, il faut 2 qualifications, mais ce n'est pas sur la signature en soi. On est sur 2 briques bien distinctes et c'est ce combo qui fait qu'on peut prétendre à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, alors, Richard, oui. Là, c'est assez incroyable la question d'Emmanuel. Peut-on envoyer un document signé électroniquement en format papier tout en conservant sa valeur juridique? Donc, super question. Ouais. Une signature électronique, par exemple dans un PDF, si j'imprime le PDF, je me retrouve avec une copie qui n'a plus aucune valeur, puisque j'ai perdu toutes les informations de la signature, l'horodatage, le signataire, la garantie d'intégrité, j'ai tout perdu. Donc, mon PDF ne vaut plus rien. Donc, heureusement, on a des solutions. On peut appliquer sur le document une sorte de... C'est le principe de la copie fidèle inverse, où on applique dessus un cachet électronique visible qui permet d'avoir la valeur probatoire du document et les informations de signature, que le document soit au format électronique ou au format papier. Donc ça, c'est une modalité très intéressante. Merci Emmanuel du coup pour cette question. Et il y a 2 questions de la part d'Anne, mais je vais y répondre au cours de la démonstration. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à cette partie-là.
Donc, je vais vous partager tout mon écran. Voilà. Donc là, on a une super mise en abîme. Est-ce que c'est OK? Tout le monde voit l'écran? Ouais, c'est bon. OK. Donc, très simplement, donc, au niveau de la démo, donc, j'ai mon interface de connexion, un identifiant, un mot de passe. Je vais me connecter. Donc là, bien évidemment, c'est un environnement donc, de test. Donc, il y a déjà des circuits en cours. Donc, l'affichage, donc vous arrivez là sur votre liste de circuits. Donc, la visibilité que vous avez sur l'environnement va dépendre de vos droits utilisateurs. Donc, ça, c'est l'administrateur de l'environnement, donc côté client, qui va réaliser cette gestion des droits lorsqu'il va pouvoir créer ses utilisateurs. Donc, les utilisateurs, on est soit sur de la création unitaire, soit sur de la création en masse, au choix. Donc, on va faire un circuit très rapide. Donc, on va prendre le cas... alors, on ne va pas prendre une procédure de licenciement. On va prendre par exemple, une signature d'un contrat ou d'un contrat CDI. Il faut faire signer. Donc là, je vais déterminer le nom du circuit. Donc le nom du circuit, c'est ce qui va me permettre de le retrouver dans ma liste et c'est également le nom qui va être utilisé dans les différents échanges avec mon ou mes destinataires dans les notifications. Ici, je vais pouvoir paramétrer la durée de vie du circuit. Donc la durée de vie du circuit, elle se situe, donc elle se chiffre en jours. Donc là, par défaut, j'ai une valeur maximale de 30 jours. Et donc, je peux venir la modifier derrière, donc sur une valeur inférieure, donc entre 1 et 30, en fonction de mon besoin. Donc ça peut se paramétrer par circuit de signature. Si besoin, je peux rajouter des mots-clés. Et donc ça, pareil, ça me permet derrière de pouvoir retrouver mon circuit beaucoup plus facilement, en mettant, par exemple, que là, c'est un contrat CDI pour le service marketing produit. Je clique sur « Suivant ». Et donc là, je vais rentrer dans le parcours, on va dire, dans le tunnel de création de mon circuit. Donc, sur l'aspect documentaire. Donc, je suis limitée en termes de limite technique, mégaoctets maximum par fichier et 100 mégaoctets maximum par circuit. Donc, concrètement, je peux envoyer soit un PDF de 100 mégaoctets, donc ça fait un PDF avec beaucoup de pages, 2 PDF de 50 mégaoctets, 4 PDF de 25, 100 PDF de 1 mégaoctet, ça c'est au choix. Les deux limites à retenir, c'est un fichier unitaire ne peut pas dépasser 50 et l'ensemble de mes fichiers ne peut pas dépasser 100. Et donc, dans cette zone-là, donc soit via le bouton import ou une zone de drag and drop, je vais pouvoir venir ajouter mon document. Si besoin, je peux rajouter des annexes. À peu de choses près que les annexes, elles ne seront ni lues, ni signées, ni archivées, pardon. Donc, ça peut être un document, là, dans le cadre de notre parcours de test. On peut imaginer, par exemple, que j'ajoute une petite plaquette qui présente l'historique de l'entreprise dans laquelle le collaborateur va arriver, ce genre de choses. Donc, plus de la prise d'information qu'autre chose. Vous avez, via les paramètres des documents, la possibilité de paramétrer la lecture obligatoire. Donc, si je fais le lien avec cette notion de paraphe qui est assez ancrée dans les usages manuscrits, donc la paraphe, elle permet de dire que la personne a parcouru toutes les pages et qu'elle est d'accord avec le contenu. Donc là, via ce paramétrage-là, vous pouvez forcer votre destinataire à lire l'intégralité du document avant qu'il ne consente à le signer. Et donc tout ça, c'est tracé dans les éléments de preuve dont parlait Richard tout à l'heure pour alimenter toujours ce qu'on appelle le faisceau de preuve qu'on va valider. Et donc, une fois que j'ai réalisé l'ajout de mes documents, je clique sur « Suivant » et là, vous le voyez, je saute une étape, j'arrive dans l'étape des actions. Et donc, c'est là qui doit faire quoi. Donc, on va faire quelque chose de très simple, signer. Donc, vous voyez que la solution vous permet également de faire de l'approbation ou même de demander à quelqu'un de compléter le document. Donc, là, on va prendre de la signature, très simplement. Je vais déterminer si la personne doit signer à distance ou en face à face. Donc là, on va mettre à distance. Ici, vous pouvez demander à la personne de valider sa signature via un code OTP SMS, code OTP email ou la signature manuscrite. Donc là, on va prendre un code OTP SMS.
Dans le parcours, un parcours RH, par exemple, ça peut être assez intéressant. Vous pouvez également demander à la personne qui doit signer le document ou la compléter ou approuver d'ajouter des documents complémentaires. Donc là, par exemple, je vais être en capacité de demander à quelqu'un d'ajouter, par exemple, son passeport, un justificatif de domicile ou sa carte d'identité. Donc, une fois que j'ai déterminé les caractéristiques de réalisation, je vais déterminer qui doit la réaliser. Donc là, pareil, deux possibilités, soit manuellement, donc avec une saisie libre dans les champs, soit depuis les contacts, avec une barre de recherche. Donc là, je vais m'auto-faire signer. Donc, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Et je vais ajouter le destinataire. Donc là, j'ai ma carte qui se crée, ma carte destinataire. Je peux ajouter mon étape 1. Et si j'avais besoin de séquencer mon envoi, j'ai la possibilité d'ajouter une nouvelle étape. Et du coup, tant que je n'ai pas signé lors de la première étape, si j'ajoutais Richard, par exemple, dans une deuxième étape, Richard ne pourrait pas signer tant que je n'ai pas réalisé mon action. Donc finalement, avec ce fonctionnement, vous avez la possibilité de faire des circuits extrêmement simples, comme on est en train de le faire ensemble, un document, une étape, un signataire, mais également de faire des circuits un peu plus complexes en mettant du multi-étape, du multi-destinataire, du multi-document et en faisant des enchaînements bien précis. Si besoin, je peux modifier ou supprimer l'étape que je viens de créer. On passe sur la partie finalisation. Donc là, ça reprend mes informations du début, donc ma durée de vie, le document que j'ai chargé, que je vais pouvoir venir éditer. Donc l'édition de mon document, elle va tout simplement me permettre de placer mon visuel de signature. Donc le visuel de signature, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'a aucune valeur juridique. Il est là vraiment pour venir rassurer le destinataire d'avoir une trace visuelle sur le document. Mais si on fait le lien avec la question d'Emmanuel tout à l'heure, ce visuel-là ne contient pas ce qu'on appelle la valeur de la signature. Donc, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose. Donc, on vient ici positionner les champs. Donc, vient un clic sur le document tout simplement. Et donc, je positionne le champ qui est automatiquement attribué quand j'ai qu'un seul signataire. Et là, je vais placer ce qu'on appelle le cachet client. Donc, c'est le cachet électronique de votre entreprise en tant que personne morale qui sera apposé automatiquement sur le document. Donc, je fais valider. Donc, on vient enregistrer les champs. Je peux vérifier une dernière fois les informations de mon document. Là, je peux dire, par exemple, que le manager peut recevoir le contrat de travail signé ou la DRH ou je ne sais qui une fois que le circuit sera fini. Donc, c'est comme si donc, elle recevra le document une fois que le circuit est finalisé sans qu'elle ait aucune action à faire. Donc, c'est ce qu'on appelle ajouter une personne en copie. Et donc, on va pouvoir lancer le circuit. Donc, avec la barre de chargement qui progresse. Donc, j'ai bien ici l'information que le circuit a été créé. Ici, je vois qu'il est en cours. Donc, je peux à tout moment venir le modifier tant que la personne n'a pas réalisé son action. Si je me suis rendu compte, par exemple, que la personne, je me suis trompée sur son adresse mail, par exemple. Je peux également relancer l'étape qui est en cours. Si je me rends compte au bout de X jours que la personne n'a toujours pas signé et malgré les relances automatiques, je peux la relancer manuellement. Je peux l'annuler, bien évidemment, si finalement je n'ai plus besoin qu'elle signe ce document. Et je peux également le dupliquer si besoin de reprendre la même structure avec les mêmes informations. Donc, je reçois ici la notification. Donc, j'ai bien les informations ici. Donc, on va télécharger les images. Avec le step by step, ce que je vais devoir faire. Donc, je clique ici sur « Voir les documents et signer ». Donc là, je suis côté destinataire. Donc, bien évidemment, un destinataire n'a pas besoin d'avoir un compte sur la solution pour pouvoir signer. Ici, j'ai mon petit message qui me dit que je dois lire le document.
Donc, on va le lire dans l'intégralité, puisque vous vous souvenez que j'ai mis que la personne devait le lire complètement. Et si j'essaye de signer sans avoir lu le document, je vais avoir un message d'erreur qui me dit « Veuillez lire le document avant de le signer ». Donc, vous voyez qu'ici, je suis passée en état lu. Et donc, je vais pouvoir venir ici tout simplement cliquer. Donc, j'ai bien évidemment la possibilité de refuser. Pas envie. Donc, on va signer. Je vais consentir aux différents contenus qui me sont soumis. Ici, j'ai mon numéro de téléphone. Donc, pour garantir également, on va dire, d'avoir le contrôle sur les données utilisées, je vais interdire la modification du numéro de téléphone et je vais cliquer sur recevoir mon code de signature. Donc là, je reçois un message très rapide et donc je vais venir saisir mon code, donc à 6 chiffres. Il me manque la fin. Je clique sur signer. Donc j'ai bien la phase de chargement. Je ne quitte pas la page. Et donc là, j'ai bien le message comme quoi ma signature a été réalisée. Et on m'indique que par la suite, lorsque le circuit de signature sera finalisé, puisque finalement, en tant que destinataire, je ne sais pas si d'autres personnes doivent interagir dessus ou pas, je vais recevoir un email qui me permettra de télécharger les documents. Si je retourne côté émetteur, je refais un petit refresh de ma page. Et donc, je vois que le statut est passé à terminer. Je peux toujours voir le circuit, ça ne change pas. Et je peux surtout venir télécharger les documents. Et une fois que le circuit est archivé, puisqu'il y a forcément de l'archivage à vocation probatoire à la fin du circuit, j'aurai également la possibilité de télécharger le fameux fichier de preuve. Ça n'a pas trop d'utilité, mais c'est possible. Et donc là, vous voyez que j'ai reçu, donc en tant que destinataire, la notification. Et donc, si je télécharge les documents et que j'ouvre, donc il y a un petit travail là de la liseuse PDF qui va venir vérifier que les différents cachets utilisés étaient bien valides au moment de la signature. Donc, il y a un petit travail de fond. C'est pour ça qu'il y a la petite montre. Mon PC n'est pas une flèche. Voilà. Donc, ici, j'ai bien Adobe qui m'indique que ce document a été signé au moyen de signature valable. Je suis allée trop vite. J'ai bien ici, je vais zoomer un petit peu. Alors, excusez-moi, c'est un peu long. Voilà, je vais remonter. Donc, j'ai bien ici le petit visuel qu'on a ajouté tout à l'heure, le tampon ici de l'entreprise. Et donc, ici, j'ai bien mes 3 coches vertes. Et donc, tout ça, c'est encapsulé dans le PDF. Et donc, c'est pour ça, comme le disait Richard tout à l'heure, si je réimprime le document, je perds toute cette partie-là et donc toute la valeur de la signature. Donc, je ne vois plus du coup, Richard, Tu as des questions, oui. J'imagine. Alors, du coup, je vais retourner, je vais couper le partage parce que là, du coup, c'est plus très agréable. Et on va reprendre le support et je reviendrai dessus, si besoin. Alors, concrètement, alors Emmanuel, alors, je reprends le partage. Donc, concrètement, que se passe-t-il si vous choisissez signer en présentiel? Donc, en face à face, c'est extrêmement simple. Donc, je vais repartager mon écran. On va retourner sur la solution. Donc, là, vous voyez, Emmanuel, j'avais, avant le début de ce webinaire, préparé un circuit au cas où en face à face. Donc, en fait, quand vous êtes en face à face, votre destinataire, puisqu'il est censé être avec vous, il ne va pas recevoir de notification email. Donc, c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui allez déclencher le parcours. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le bouton « Faire signer ». Je n'ai plus de lumière. C'est bon. Et en fait, ce qu'on a vu, la page qu'on a vue en dehors de la solution signée en ligne, puisque à distance, j'étais en dehors de l'environnement, bah là, vous voyez que je vois exactement la même chose. Donc, en plus, j'avais pris le même document.
je vois exactement la même chose, mais je reste dans l'environnement utilisateur. Et donc, le process, c'est exactement le même. Je vais faire signer, j'accepte. Bon, là, j'avais mis le code SMS, mais vous pouvez très bien envisager la validation de la signature avec la signature manuscrite, donc avec un pad pour faire un gris-gris. Et donc là, je peux tout simplement saisir mon code comme je l'ai fait tout à l'heure. Je clique sur signer et on est bon. Donc la seule différence, c'est que le début du parcours de signature, il va être initié depuis votre interface utilisateur. Et donc là, j'ai le même message, sauf que là, je peux cliquer retour à la liste. Et si je fais mon refresh comme tout à l'heure, je vois qu'il est toujours en cours. J'avais mis un deuxième destinataire C pour ça. Mais une fois que tout le monde aura signé, je passerai en terminé également. Alors, je vais regarder les autres questions. Alors, une question de Laurence, peut-il y avoir plusieurs signataires sur le même document? Tout à fait. Vous pouvez aujourd'hui ajouter plusieurs signataires et qui signeront le même document. La seule question qu'il faut se poser derrière, c'est est-ce que vos signataires peuvent signer de manière en parallèle, donc sans ordre hiérarchique, ou est-ce qu'une personne doit d'abord signer avant que la deuxième signe? Ça, c'est la seule question après dans la création de votre circuit qui va influencer sur la structure. Donc, du coup, Emmanuel, peut-on connecter une tablette graphique pour signer? C'est pas la peine, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez très bien le faire sur tout l'environnement applicatif et responsive web design. Donc, vous pouvez faire ça sur smartphone et tablette. Après, si la question d'Emmanuel porte sur le petit gris-gris qu'on fait avec le doigt sur une tablette, ça, pour le coup, ça a très, très peu de valeur juridique. Ensuite, quelle solution avez-vous pour apposer un cachet électronique? Donc, nous, l'aspect cachet et certificat électronique, toute cette activité, elle est portée donc, par une filiale du groupe d'Ocapos qui est Certinomis, qui est donc autorité de certification et qui dispose, du coup, Richard, là je compte là-dessus, donc qui est prestataire de services de confiance Oui. et auquel on est branché, entre guillemets, techniquement. Et donc, qui nous délivre les cachets et les certificats électroniques dans le cadre des solutions de signature. Tu veux compléter? Non, c'est exactement ça. Et Certinomis dispose de toute la gamme de certificats qui soient qualifiés au sens du RGS ou qualifiés au sens du EDAS, de tout niveau jusqu'au certificat qualifié, hébergé dans un QSCD. Voilà, Certinomis est une grosse autorité de certification. Question Anne, les relances automatiques sont paramétrables? Oui, par défaut, elles sont paramétrées à 2 jours, mais si vous souhaitez un autre délai, c'est possible. Question d'Emmanuel, doit-on vérifier physiquement que le numéro de portable correspond à la personne au départ? Ça, Richard? Alors, je ne sais pas ce que veut dire vérifier physiquement. En face-à-face physique, j'imagine, Emmanuel? Alors, si c'est ça par rapport à la validation par OTP SMS, tout dépend du niveau de signature et des exigences liées à la signature. Là, je ne peux pas faire de réponse mieux que ça. C'est compliqué de vérifier un numéro de portable en face à face quand on est dans un parcours 100% à distance. Question de Laure, donc les archives sont conservées par qui et combien de temps? Alors, dans la solution que vous venez de voir, les archives les documents, et les fichiers de preuve sont archivés pendant 10 ans. Donc ça, c'est compris dans le prix, il n'y a pas de coût supplémentaire, puisque, comme l'a dit Richard tout à l'heure, les litiges, ils ont lieu dans le temps. Donc, nous également, notre rôle en prestataire de gestion de la preuve, c'est aussi de pouvoir vous apporter les garanties qu'en cas de litige, c'est assez rare, par an, c'est extrêmement rare qu'on soit sollicité, mais ça peut arriver. Mais nous, notre rôle aussi pour vous accompagner dans ce genre de processus, c'est de vous garantir que dans 2, 3, 5, 7, 8 ou 10 ans, si jamais il y a un signataire dénonce un document en disant que je ne l'ai pas signé, qu'on soit en capacité de vous restituer le document signé et les éléments de preuve tels qu'ils ont été mis
dans le service d'archivage les X années auparavant. Et donc, aujourd'hui, ce service-là, il est également opéré par DocaPost, puisque DocaPost est tiers archiveur également, et donc notamment avec sa filiale Archineo. Céline, quel est le temps laissé au signataire pour la lecture du document à signer, sachant qu'un fichier de 50 pages ne peut pas se lire en 5 minutes? Alors, il n'y a pas vraiment de time-out, entre guillemets, sur la réalisation de l'action. Ce qu'on va vraiment avoir, déjà, c'est un timing sur la durée de vie du circuit. Donc, la durée de vie du circuit, aujourd'hui, vous l'avez vu, elle est paramétrée à 30 jours. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, le destinataire, le ou les destinataires à qui vous avez envoyé le circuit, ils ont ce délai-là pour réaliser leur action. Donc après, si la personne, effectivement, 50 pages en 5 minutes, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, la notification que votre destinataire reçoit, elle est accessible dans cette limite de temps des 30 jours ou la valeur inférieure que vous aurez définie si vous ne souhaitiez pas les 30 jours. Question de Laure, quelle version d'Adobe il faut pour pouvoir lire le document? Ça, du coup, Richard, cette partie-là. Je crois que toutes les versions d'Adobe savent lire, sont liées à des listes qu'Adobe crée sur les certificats et les autorités de certification, les certificats acceptés. Je ne crois pas qu'il y ait de contraintes sur les versions. Il faut juste que le certificat soit bien référencé chez Adobe ou le cacher. Alors, du coup, question d'Aurore. Vous nous dites qu'il n'est pas nécessaire de télécharger le fichier de preuve. Est-ce que cela signifie qu'il est consultable à tout moment et cela durant combien de temps? Alors, c'est ça, en fait, Aurore, par rapport à ce que je disais. Donc, en fait, vous, en tant qu'utilisateur par circuit, vous allez avoir accès, quoi qu'il arrive, aux documents signés et au fichier de preuve. Donc, vous pouvez le télécharger à tout moment depuis votre interface. Et même si vous décidez de résilier, de ne plus utiliser cette solution, vous gardez un accès en lecture seule, donc vous ne pourrez plus utiliser la solution pour faire signer des documents. En revanche, vous aurez toujours accès à vos circuits réalisés et donc par association aux documents signés et les éléments de preuve associés, quoi qu'il arrive. Et nous, de toute façon, d'une manière générale, en cas de litige, on est également en capacité de vous les restituer si besoin. Une question de Caroline. Est-ce qu'on peut recevoir le code de confirmation de signature par email? Tout à fait. Aujourd'hui, vous allez avoir donc 3 moyens. Le code par SMS, le code par email, ou bien, comme on le disait tout à l'heure, la signature manuscrite, donc avec un degré moindre sur cette partie-là. Il est préférable de favoriser le code par SMS, puisque du coup, vous diversifiez les canaux, mais c'est possible de le faire par email. Tout à fait. Donc, question d'Anne par rapport aux hébergeurs, et si c'est en France, oui, l'ensemble des infrastructures utilisées concernant cette solution et l'aspect développement, conception, le fait que ce soit opéré, tout ça, c'est fait par les équipes de DocaPost et en France. Tout est en France. Une autre question de la part d'Anne également. Avons-nous un nombre de signatures à ne pas dépasser par transaction? Alors, en termes de limites techniques sur cet aspect-là, donc vous avez vu quand j'ai édité le document, j'ai pu positionner un champ sur le document. Donc, si vous souhaitez apposer un champ, on est limité à 20 signataires par transaction. Si vous ne souhaitez pas apposer un visuel de signature, c'est tout à fait possible, puisqu'encore une fois, c'est plus garder une sorte d'usage manuscrit pour avoir une trace visuelle sur le document. Si vous ne souhaitez pas avoir ce visuel-là, on est limité à 60 signataires par transaction. Ensuite, on a une autre question. Pour signer des contrats d'assurance, est-ce que c'est bon? Donc ça, Richard, on peut faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Tout est une question d'appréciation du risque par rapport au type de document que vous souhaitez faire signer. Donc le risque en termes de recours juridique, financier.
faut aussi se poser la question, et ça tu l'as dit aussi Richard tout à l'heure, du coût. Quel est le prix que je suis prêt à payer pour faire signer électroniquement mes documents. Et autre point qui a été mentionné par Richard tout à l'heure et qui n'est pas moindre, c'est quelle est la complexité du parcours que je veux proposer à mes clients finaux. Là, vous l'avez vu, on est sur quelque chose d'extrêmement simple en termes de parcours. On a signé le document en quelques clics et en moins d'une minute. Plus vous allez monter en niveau, plus le parcours va être complexe. Donc ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, chez DocaPost Meleva, on a des clients dans le monde de l'assurance qui utilisent la signature électronique pour faire signer leur contrat d'adhésion, de souscription, etc. Question de Laure, et celle-là, je vais te la laisser, Richard. Donc, j'espère que ça ne se passera pas déjà. En cas de fermeture de DocaPost, comment récupère-t-on les données? Alors, tous les dossiers de preuve sont chez Archineo à valeur probatoire, donc il y a la réversibilité qui est prévue. Les données vous appartiennent en cas de fermeture de DocaPost. Et sur certaines activités, on a un plan de cessation d'activité qui définit l'intégralité des modalités en cas d'arrêt du service ou en cas de fermeture définitive de DocaPost. Donc, toutes les modalités pour vous restituer l'ensemble des données. Anne, peut-on réduire le circuit à moins de 30 jours? Oui, ça, vous avez la main par circuit. Le tout, c'est que cette valeur soit entre 1 et 30. Donc 1, parce que il faut bien que le circuit ait une durée de vie minimum pour que la personne puisse réaliser son action. Et donc le 30 qui est la valeur maximum. Donc, entre les deux, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Question d'Emmanuel, peut-on envoyer le SMS sur un poste fixe avec message? Donc, dans la version qui vous a été présentée, donc, dans la version de démo, vous avez dû apercevoir cette ligne lorsque j'ai choisi le code par SMS. Donc, dans la version qui est proposée là, non, c'est pas possible. Et question de Laure, peut-on avoir plusieurs utilisateurs pour un même compte? Alors, techniquement, c'est possible, mais pas en simultané. Et il faut bien aussi avoir en tête que c'est également tracé qui a envoyé le document à signer. Donc, il est quand même préférable aussi, dans ce genre de parcours, de pouvoir identifier la personne qui a l'initiative du circuit qui a été envoyé. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je rajouterais un élément important sur la signature électronique. Il y a beaucoup de niveaux différents de signature, il y a beaucoup de niveaux différents de certificats, il y a beaucoup de niveaux différents de vérification d'identité. Et au bout d'un moment, on peut avoir tendance à se perdre parce qu'on ne sait plus forcément quoi faire. Et je pense que très régulièrement, il faut revenir au problème initial qui tourne autour de la signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique. C'est qui est-ce qui a signé, quand est-ce qu'il a signé, et conserver les preuves de tout ça. En fait, tout revient à ça. C'est le triptyque de la confiance, hein, l'identité, la donnée et le temps. C'est vraiment ça. Et quand on commence à s'emmêler les pinceaux dans tous ces niveaux de signature, etc., il faut bien revenir au sujet. Moi, dans mon métier, quels sont les risques? Et si j'ai un litige sur l'identité, sur la donnée ou sur le temps, quelles preuves j'apporte? Voilà. Et donc là, ensuite, nous, on accompagne pour choisir le niveau le plus adapté. Merci, Richard. Donc, les avantages et bénéfices. Donc, très rapidement, vous l'avez vu, interface ergonomique fluide, intuitive. Vous avez une gestion des circuits, donc ça, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez la possibilité de créer des modèles. Gestion autonome, ça, vous l'avez vu également pour créer les users. Vous avez la signature de documents de tout type, tant qu'ils sont en format PDF, non protégé, bien sûr. On est sur une prise en main rapide et une utilisation extrêmement simple. Surtout, vous avez un accompagnement gratuit à la première utilisation. Donc, pour vous montrer toutes les petites astuces d'utilisation. Et donc, on est bien évidemment sur une solution 100% sécurisée. Alors, Anne, est-ce qu'il est possible d'avoir un accès de test? Oui, donc d'une manière générale, vous serez contacté à l'issue du webinar. Donc déjà, pour vous remercier d'avoir participé à cet échange avec nous.
Donc avoir un compte test, oui, il n'y a pas de problème. Et j'en profite également pour vous dire, donc ce que vous venez de voir, c'est la toute nouvelle version de la solution de signer en ligne, et que donc pour accompagner ce lancement en bonne et due forme, il y a une offre. Alors justement, il a une très belle transition. Quel est le tarif pour cette solution? Il y a une offre de lancement en ce moment, donc qui vous offre les 3 premiers mois d'abonnement, et ça, peu importe le nombre d'utilisateurs, puisque grosso modo, le tarif, vous avez 3 niveaux d'abonnement. Donc le pro à 15 € par mois par utilisateur, le business à 20 € par mois par utilisateur, et la version entreprise à 35 € par mois et par utilisateur. Et donc, en fait, l'abonnement va vous donner accès à un panel de fonctionnalités plus important en fonction du niveau qui est choisi. Et donc, je prends un exemple. Si vous souscrivez à l'offre business et que vous avez 2 utilisateurs par mois, donc pendant 3 mois, les 40 € d'abonnement vous sont offerts. Et donc, Laure, comment et avec qui prendre rendez-vous pour une démo? Donc là, on va communiquer vos coordonnées à nos chargés de clientèle, et ils vont reprendre contact avec vous pour planifier une démo et vous communiquer un... Il est 14h46, donc on a dépassé d'1 minute et 20 secondes. J'ai le décompte en live. Donc très rapidement, pour clôturer là-dessus, par rapport à ce que disait Richard également, donc c'est important d'avoir en tête, d'une manière générale, donc les différents points en termes de pérennité et de confiance. L'aspect également accompagnement, pour vous accompagner dans votre projet, que ce soit à l'utilisation ou même le niveau de conseil qui est apporté. Je rappelle que l'ensemble des solutions opérées, et surtout celles que vous avez vues, donc on est sur du 100% français, 100% d'OCAPost, et bien évidemment 100% en conformité avec la réglementation. Et donc, Aurore, pour répondre à votre question, cette offre, elle est valable jusqu'au 31 décembre. Donc, ça vous laisse un peu de temps pour être appelé par nos équipes, et qu'on puisse vous présenter plus en détail la solution, puisque là, je suis allée très, très vite. Question de Laure, peut-on recevoir votre démo par email? Ça, je laisserai voir les équipes commerciales en charge. Je ne sais pas trop comment elles sont organisées par rapport à ça, mais sachez que vous serez recontacté, ça c'est une certitude. Donc le temps nous est compté là, donc je vous remercie vraiment pour donc Anne, oui, bien sûr, ce sera une démo personnalisée en one-to-one, et vous pourrez poser toutes vos questions à la personne qui sera en charge de votre appel, et qui répondra à vos besoins bien spécifiques à votre entreprise. Et pour la Martinique, il faut que tu ailles sur site directement, Morgane. Avec plaisir. Sinon, c'est avec plaisir que je viendrai vous faire une démo directement sur place, sans aucun problème. Le contact, peu importe si vous êtes sur le continent ou outre-mer, quelqu'un vous rappellera. Et pour les autres solutions à payer sur mesure, les interlocuteurs que vous aurez sont aussi formés pour vous répondre sur ces questions-là. Donc, aucun problème, on saura vous répondre à toutes vos interrogations. Merci à tous d'avoir participé. Merci Richard, une nouvelle fois, de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Et on espère que ça vous a plu. Et donc Anne, à quel moment du coup vous allez être contactée? Écoutez, là, je ferme le webinaire et je descends tout de suite les voir pour leur dire de vous rappeler très rapidement dès qu'ils auront eu vos coordonnées. Donc merci à tous, et on vous souhaite, Richard, une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.